Consommer des substances psychoactives a toujours fait partie de l'humanité. Que ce soit pour le plaisir, pour célébrer un événement important, pour répondre à la précarité de ses conditions de vie, ou au sens de l'existence, elles sont intégrées dans beaucoup de contextes de socialisation. Depuis les premières conventions sur les drogues, comme celle de 1961, la prohibition est centrale. Elle a aussi fait émerger des organisations criminelles. Résultat, davantage de criminalisation, stigmatisation, marginalisation. Toxicomanes, addicts, junkies, ces mots enferment. Quel impact de ces lois sur les drogues, sur nos vies? Comment déconstruire cette stigmatisation? Quels sont les leviers et les freins dans chaque pays? Comment les acteurs locaux négocient-ils un espace pour la réduction des risques? La prévention des risques, c'est tout simplement une attitude humaniste qui consiste à protéger les personnes dans leur choix de vie, à reconnaître d'abord la réalité de ces choix de vie et à empêcher que certains choix puissent leur apporter des dommages importants, des dommages d'intégration dans la société, mais aussi des dommages en termes de santé, des dommages éventuellement en termes de vie familiale, etc. Donc la réduction des risques, c'est disons, ce qu'on trouve dans le welfare state, si vous voulez. C'est une attitude de l'État, des autorités, de la société dans son ensemble, de dire, écoutez, encore une fois, vos choix de vie, vos projets de vie, c'est vous qui les faites, et puis nous sommes là pour vous aider face aux aléas de l'existence. Ensemble, nous œuvrons au respect des droits et de la dignité de chacun à travers une approche humaniste et sociétale. Nous ferons entendre des expériences du Québec, de la France, de la Suisse, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Qui dit politique, dit règles du jeu. Règles du jeu politique, c'est le but de notre première discussion, d'essayer de comprendre entre les 6 pays du projet quelles sont les règles du jeu politique dans nos différents pays, quels sont leurs impacts sur ce qu'elles permettent, sur ce qu'elles interdisent, et quels sont les impacts négatifs sur la stigmatisation. C'est donc avec plaisir qu'on va en discuter aujourd'hui. On peut commencer par la Suisse, qui est des 3 pays la première à avoir mis en place une politique de réduction des risques. La réduction des risques qui est un de vos 4 piliers, avec des avancées dès les années 1980, des salles de consommation supervisées, des programmes d'héroïne médicalisés ou plus anciennement et plus récemment aussi des traitements par l'utilisation de psychédéliques. Si on prend l'exemple du Québec, on peut aussi citer les salles de consommation supervisées. Et je voudrais très rapidement parler de l'exemple de la légalisation du cannabis, qui est pour nous en France, en tout cas, un modèle que l'on regarde et dont on aimerait s'inspirer, et qui est un modèle qui nous semble pertinent, puisque c'est une légalisation contrôlée par l'État, qui n'est pas une libéralisation, un tout marché, mais vraiment une politique qui considère les personnes comme responsables, donc c'est la réduction des risques, mais qui leur fait confiance, mais qui en même temps les protège. Et pour les protéger, il n'y a pas de publicité, il y a des interdits protecteurs, on achète dans des boutiques dédiées, donc c'est vraiment quelque chose d'important et on pourra y revenir. Et pour terminer, sur la France, donc la réduction des risques, contrairement à ce que les actualités récentes pourraient nous faire penser si certains suivent ce qui se passe dans mon pays, la réduction des risques est inscrite dans la loi, tout d'abord en 2004 concernant les risques infectieux, et puis en 2016 avec une loi qui nous permettrait de faire énormément de choses où la réduction des risques est inscrite noir sur blanc comme une politique de santé publique, avec certes des avancées, les traitements de substitution, l'analyse de drogue, on a aussi 2 salles de consommation supervisées, mais force est de constater que ce n'est vraiment pas suffisant pour la France si on considère l'ampleur des besoins. Si on envisage le contexte ouest-africain, il faut mettre en avant un paradoxe. Le paradoxe, c'est que de plus en plus, on voit apparaître des services et des activités de réduction des risques qui sont mises en œuvre sur le terrain, alors que paradoxalement, la législation ne prévoit pas
d'activité, il n'y a même pas un encadrement de la réduction des risques, de sorte qu'en réalité, on est dans une logique de tolérance pour ces activités-là. On voit notamment au Sénégal l'existence du CEPIAD avec des centres et des antennes délocalisées où on reçoit des usagers de drogue, où on les traite, on les accompagne, mais on voit également des équipes qui vont sur le terrain pour rencontrer des usagers de drogue et mettre à leur disposition un certain nombre d'instruments qui leur permettent, justement au titre de la réduction des risques, de pouvoir consommer sans prendre un certain nombre de risques. Alors que paradoxalement, toujours dans la législation sénégalaise, il y a des infractions comme la mise à disposition d'outils de consommation, la présentation des drogues sous un jour favorable, etc., etc. Donc ce paradoxe qu'on retrouve au Sénégal, on l'a également dans la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine francophone, sous réserve bien évidemment des dernières évolutions qu'on a eues en Côte d'Ivoire et dont Aya parlera tout à l'heure, mais également du Ghana, pour prendre un exemple anglophone, où également il y a eu des évolutions. Mais de façon générale, les pays ouest-africains francophones, c'est une logique répressive qui est mise en avant, qui existe dans la législation et qui n'est pas encore remise en cause parce que tout simplement, cette logique répressive, au-delà des conventions internationales, trouve un fondement dans la religion, que ce soit dans la religion catholique ou dans la religion musulmane, où on interdit justement la consommation de substances qui pourraient, entre guillemets, vous amener à perdre la tête. En effet, la réduction des risques en Côte d'Ivoire a démarré en 2015 suite à l'étude biocomportementale qui avait été réalisée par un partenaire. Et en ce moment, il n'y avait pas encore de dispositions juridiques claires parce que la loi qui existait à l'époque était la loi de juillet 1988. Et cette loi était essentiellement répressive parce qu'elle punissait de 1 à 5 ans une personne usagère de drogue qui était appréhendée pour usage simple. Donc, les activités de réduction des risques de cette époque étaient couvertes par une tolérance. Et des actions de plaidoyer ont été engagées par la société civile. Et à la suite de ces actions de plaidoyer, en 2022, nous avons abouti à l'adoption d'une nouvelle loi qui est intitulée la loi 2022-407 du 13 juin 2022 de lutte contre le trafic illicite, le trafic et l'usage illicite des drogues et des stupéfiants en Côte d'Ivoire. Et cette loi vient limiter les effets de la discrimination à l'égard des personnes usagères de drogue, avec plusieurs innovations, parmi lesquelles on peut noter l'intégration de la réduction des risques dans la pyramide sanitaire. Et cette disposition a pour implication de bénéficier d'une exonération de la responsabilité pénale. Parce que vous le savez, les activités de réduction des risques se font parfois sur des sites de consommation, avec les distributions de seringues, les échanges d'embouts. Et pendant ces activités, il peut y avoir des descentes policières. Mais grâce à cette nouvelle disposition, une personne qui réalise une activité de réduction des risques est exonérée de la responsabilité pénale. En plus de cette disposition, il y a aussi la réduction de la peine d'emprisonnement, qui au départ était de 1 à 5 années, mais aujourd'hui, la peine d'emprisonnement pour une personne appréhendée pour usage part de 1 à 3 mois d'emprisonnement. Et l'ancienne loi n'offrait pas d'alternative de circonstances atténuantes. Mais avec la loi de 2022, nous bénéficions, l'usager interpellé bénéficie d'une circonstance atténuante. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une mesure alternative à la poursuite ou à l'emprisonnement qui a été intégrée dans la loi, que nous appelons l'injonction thérapeutique. Donc, une personne appréhendée pour consommation peut faire l'objet d'une injonction thérapeutique lors de sa poursuite, c'est-à-dire le procureur a l'obligation de lui faire la proposition, de lui enjoindre. Et lorsque cette personne accepte de se soumettre à l'injonction thérapeutique, il peut, en ce moment, on peut suspendre la procédure de poursuite. Donc, on voit que l'injonction thérapeutique est une alternative à la poursuite. Elle a aussi une alternative à la condamnation. Parce que si, au moment du procès, la proposition n'a pas été faite, après la prononciation de la décision finale du juge, cette personne qui accepte de se soumettre à l'injonction thérapeutique peut ne pas aller en prison et bénéficier de cette mesure alternative. Qu'est-ce qu'on peut relever en termes de défis du point de vue de votre contexte ?
En général, la politique de réduction des risques dépend du ministère de la Santé. C'est le cas en France. Mais si je peux me permettre de dérouler un petit peu la situation de la France, donc on a la réduction des risques inscrite dans la loi, un ministère de la Santé qui est censé mettre en place cette politique de santé publique au bénéfice des populations, et depuis plusieurs années, un ministère de la Santé qui est plutôt silencieux, et un ministère de l'Intérieur, donc le ministère qui gère les forces de police, les forces de l'ordre, qui a un monodiscours, une monoparole, un monopole en fait de la pensée sur les questions de politique des drogues, sur les questions de réduction des risques, avec une opposition totale à la réduction des risques. Et derrière cette opposition, une opposition aux personnes qui consomment, aux personnes utilisatrices de drogue qui sont ciblées. Et ça, pour nous, c'est vraiment le défi. En France, c'est la loi de 1970 qui, certes, a permis la gratuité et l'anonymat dans les soins, mais qui aussi stigmatise les personnes utilisatrices de drogue, parce que dans cette loi, elles sont considérées soit comme délinquantes, soit comme malades. Et quand elles sont malades, l'alternative, c'est les soigner de force. Et on sait très bien que cela ne fonctionne pas de soigner quelqu'un de force, quand bien même il serait malade, puisque, c'est important de le dire, comme c'était dit par Abdou tout à l'heure, il y a aussi un nombre important de personnes utilisatrices de drogue qui n'ont pas spécifiquement de problèmes liés à leur consommation. Donc ces politiques répressives qui sont menées en France et qui s'accélèrent vraiment et qui vont presque à l'encontre en fait de la loi sont vraiment délétères parce que, et on en revient toujours à la même situation, les politiques répressives entraînent la stigmatisation et la stigmatisation tue. La stigmatisation entraîne le tabou, entraîne la honte. Les personnes ne vont pas oser aller consulter, encore plus quand il s'agit de femmes, encore plus lorsqu'il s'agit de personnes immigrées, encore plus lorsqu'il s'agit de personnes qui sont en situation de précarité. Les personnes vont aussi hésiter à appeler les secours quand il y a un camarade, par exemple, avec qui on a consommé, qui fait une overdose. Les personnes vont se cacher pour consommer. Elles ne vont pas connaître les bons gestes pour consommer en toute sécurité, elles ne vont pas aller chercher du matériel stérile, etc. Donc vraiment, côté français, on est très inquiet sur la réduction des risques qui est pour nous menacée par une politique de plus en plus répressive et un seul discours. Le seul discours en France sur les politiques des drogues et sur la réduction des risques en ce moment est un discours qui cible les consommateurs comme des personnes délinquantes et coupables. L'un des défis que nous pouvons noter est la persistance de la stigmatisation sociale à l'égard des personnes usagères de drogue. Bien que ces personnes soient aujourd'hui considérées comme des malades à travers la loi, c'est pourquoi on veut leur attribuer l'injonction thérapeutique qui va leur permettre de pouvoir bénéficier de soins appropriés. Dans l'application même de l'injonction thérapeutique, il y a aussi des défis. C'est vrai, c'est une belle approche qui est centrée sur la personne et qui permettra à la personne usagère de drogue de vivre dans le respect de ses droits. Mais dans la pratique, rien n'est défini. Donc parfois, les acteurs judiciaires ne savent même pas vers qui référer la personne usagère de drogue lorsqu'ils veulent appliquer la loi. Parfois, ils nous appellent, nous, acteurs communautaires. Ah, on a l'un d'entre vous, l'un de vos bénéficiaires, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, il y a un besoin de formation en ressources humaines pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de cette disposition. Professeur, j'ai envie de vous demander comment on fait pour briser vraiment ce vocabulaire dévalorisant, stigmatisant en direction des communautés. Je vais embrayer sur la question des défis qui a été posée tout à l'heure. Pour les pays ouest-africains, autres que la Côte d'Ivoire par exemple, il me semble que nous devons faire le même parcours que la Côte d'Ivoire. Mais y aller justement avec... le changement que l'on a vu en Côte d'Ivoire, il est extrêmement important et il est radical. C'est-à-dire qu'on est passé pour la consommation simple d'une peine de prison pouvant aller de 1 an à 5 ans à une peine de prison qui va de 1 à 3 mois. Aujourd'hui, au Sénégal, on a une peine de prison qui va de 1 mois à 12 mois. Les réformes qui avaient été proposées, c'était justement d'aller vers des peines qui iraient jusqu'à 3 mois, à défaut d'avoir de la dépénalisation. Mais il me semble qu'il faut nécessairement enclencher cette procédure de dépénalisation en y allant progressivement
en passant d'abord par une réduction des risques, des peines, pour à terme arriver à une complète dépénalisation, c'est-à-dire à tout le moins, non pas une légalisation de la consommation de drogue, mais la disparition de toute sanction pénale pour la consommation de drogue. Il y a d'autres sanctions qui sont possibles, les sanctions civiles sont possibles. A priori, on ne devrait même pas avoir de sanctions pour quelqu'un qui décide de consommer de la drogue. Mais non, on est dans un contexte politique, sociologique tel que, pour le moment, c'est un combat qu'il faut mener pas à pas, de manière réfléchie. Donc il faut commencer par une dépénalisation progressive, mais il me semble également qu'il faut promouvoir les sanctions alternatives et mettre en place les mécanismes qui permettent de mettre en œuvre ces sanctions alternatives. Elle a parlé de l'inscription de l'injonction thérapeutique dans la loi ivoirienne. L'injonction thérapeutique existe dans la loi sénégalaise depuis 1997. 75, la première loi, effectivement. Elle n'a jamais été mise en œuvre parce qu'on n'a aucun mécanisme qui permette au juge de dialoguer avec un médecin pour définir un contrat thérapeutique que le médecin mettrait en œuvre en rapport avec le juge pour qu'il puisse lui dire ben celui-là, il est tiré d'affaire ou alors, à tout le moins, il ne présente plus de danger pour lui ni pour la population. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Peut-être terminer par ce que le professeur vient de dire ici. L'on vous suit, si je comprends bien, il nous faut vraiment travailler à faire sortir les communautés, les personnes usagères de drogue, de ce statut de bénéficiaire, de consommateur de nos services, à une force de proposition, de transformation sociale pour que ça puisse être vraiment une réussite dans nos programmes. C'est bien ça. Mais l'autre côté aussi, la question que je veux poser, quel modèle? Parce que pour les pays ouest-africains qui sont en situation de transition ou d'instabilité sociopolitique, quelle est la place? Comment on intervient vraiment sur ce terrain en tenant compte vraiment des réalités sociopolitiques au niveau de ces États? L'expérience que nous avons eue en Côte d'Ivoire, c'était vraiment un plaidoyer qui s'est fait à deux niveaux. Nous avons eu deux stratégies d'approche. Une approche avec les acteurs clés, notamment les acteurs publics, les partenaires techniques et financiers, et une approche avec les communautaires qui ont été capacités, avec lesquels nous avons mis en place un groupe de plaidoyer communautaire composé spécifiquement de personnes usagères de drogue et de ex-personnes usagères de drogue. Ce groupe a été formé au plaidoyer et ils étaient présents à toutes les étapes des discussions. Vous savez, les personnes usagères de drogue sont des personnes qui ont toute une vie. Il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui ont une carrière. Chaque personne usagère de drogue a une histoire. Donc, après les avoir capacités, nous avons identifié des talents parmi eux et il y avait des leaders qui participaient aux échanges. Une personne usagère de drogue qui parle avec le ministre sans décliner son identité au départ et à la fin, quand elle décline son identité, le ministre est tout troublé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Une personne qui a tenu un discours cohérent du début jusqu'à la fin et qui est bien habillée, qui est propre, tu me dis que tu es une personne usagère de drogue. Donc, ce sont des actions terrain que nous avons menées ainsi et qui ont fait boule de neige, qui ont participé à changer la perception des autorités. Ça a été vraiment l'une des bonnes pratiques que nous avons mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, on pourrait en effet dépénaliser l'usage de drogue. Donc en France, on dit dépénaliser, donc supprimer la sanction. Dans d'autres endroits, on dit décriminaliser. Mais voilà, c'est vraiment supprimer la sanction pénale. On a le modèle du Portugal qu'on connaît bien, qui a plus de 20 ans, qui a dépénalisé l'usage simple de drogue et dont les résultats ont été évalués, étudiés et sont très positifs. En tout cas, il n'y a pas eu d'explosion de la consommation comme ça pouvait être prédit par certains. Le Québec s'est lancé dans la déjudiciarisation et peut-être qu'on pourra en revenir après. En France, nous avons fait une proposition de loi
nous avons proposé aux députés une proposition de loi pour supprimer cette sanction pénale, et puis nous sommes en attente si un jour cette proposition sera examinée. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, nous, dans un deuxième temps, on souhaite voir venir un jour un monde où l'usage de drogue et la consommation pourraient être légalisés. Et en effet, c'est comme ça que, alors on n'éteindra jamais la totalité du marché noir, bien évidemment, et des trafics, mais on passerait d'un trafic, ou ce que certains appellent un narcotrafic, à un commerce qui pourrait être régulé comme le modèle québécois par l'État, avec un contrôle, donc pas du libéralisme à outrance, mais un modèle qui soit protecteur pour les personnes, mais qui respecte aussi leur liberté, qui peut être la liberté de consommer. Dans l'entre-deux, on peut prendre des mesures aussi. Donc, je vais citer l'exemple québécois de la loi du bon samaritain qu'on demande en France, nous, à chaque loi de finances, d'avoir cette loi du bon samaritain où on consomme avec un camarade, une collègue, un ami. Cette personne fait une overdose. On peut appeler les secours et on n'aura pas de sanctions et on n'arrive jamais à faire passer cette loi. Donc voilà, il y a aussi des mesures qui peuvent être prises dans l'entre-deux. Et enfin, la dernière chose, et je rejoins ce qu'ont dit les collègues, c'est changer les représentations sur les personnes utilisatrices de drogue, lutter contre la stigmatisation et déconstruire les clichés. C'est dire que les personnes utilisatrices de drogue, c'est beaucoup de monde. C'est peut-être moi, c'est peut-être vous, c'est peut-être nos parents, nos enfants, nos collègues. Et certains ont une addiction et il faut les accompagner, les aider selon leur propre rythme. Et d'autres n'auront pas de problème. Et cela, ça vaut pour toutes les drogues et c'est important de le dire. Ils n'auront pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, de risque pour leur santé, mais on les informe de ces risques et ensuite, comme personne responsable, ils décident de consommer ou non en fonction de leur propre liberté. Et ça, c'est un travail de plaidoyer, un travail d'alliance avec les personnes utilisatrices de drogue qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. On est tous d'accord que l'injonction thérapeutique quand même est assez importante parce que c'est une mesure alternative à l'emprisonnement, etc. Mais notons qu'il y a des limites aussi. Rappelons que c'est une mesure judiciaire et qui ne concerne que les personnes dépendantes aux drogues. C'est-à-dire, si la personne n'est pas dépendante, cette mesure-là ne peut pas être mise à profit pour lui. La morale est le principal enjeu, c'est vraiment le jugement moral, parce que le consommateur, c'est toujours l'autre. En France, on pourrait dire qu'il y a 43 millions de personnes utilisatrices de drogue, puisqu'il y a 43 millions de personnes qui ont déjà consommé de l'alcool une fois dans leur vie, selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Le fait est qu'on n'a pas le même jugement et donc les personnes qui consomment de l'alcool vont toujours... en France, l'alcool est valorisé, presque c'est quelque chose de socialement favorable, un enjeu de sociabilité aussi, mais quand il s'agit de drogue illégale, c'est toujours la drogue des autres. Et là, j'en viens à d'autres enjeux qui rejoignent la morale, mais qui sont plus sous-jacents, qui sont la drogue comme prétexte, comme disent nos amis de l'autosupport en France, et notamment l'association du personnes utilisatrices de drogue à Sud, c'est que la drogue est un prétexte pour mettre au banc de la société des personnes que certains décideurs ne veulent plus voir. C'est Maxime qui le disait tout à l'heure, la santé publique, la sécurité publique, c'est l'éternel combat. Comment trouver l'équilibre entre les deux? Donc pendant plus de, je dirais, presque 60 ans, on a vécu dans un environnement de sécurité publique. La part du gâteau au niveau des sommes consenties à la sécurité publique dans tous nos pays, ça faisait absolument, c'était honteux par rapport à la santé publique. Alors il faut opérer un changement, un renversement des paradigmes. Et puisqu'on arrive au Canada, Marie, tu as fait mention du Québec, juste pour ajuster un peu le tir. Au Québec, en fait, on dépend, en matière de politique sur les drogues, on dépend principalement du gouvernement fédéral. Donc, le Canada, au niveau du droit criminel, au niveau des lois qui s'appliquent aux drogues, c'est pan-canadien. Alors, la légalisation du cannabis, c'est partout.
Les provinces ont certaines libertés, bon, ce n'est pas l'objet du débat, mais au moins le Québec est dans cette mer canadienne avec les mêmes lois. Et je vais vous parler de 4 principes. Et si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment être fiers de nos politiciens, être fiers de nous, parce que c'est nous qui les amenons là, c'est que ces principes-là soient inscrits dans la loi, dans une loi. Et on a eu ce privilège-là en 2022 au Canada, dans le contexte de la possession simple, où on a dit que la possession simple devait être abordée comme une problématique sociale et de santé. Que de criminaliser ou de pénaliser pouvait mener à la stigmatisation. C'est écrit. C'est un principe dans la loi. Et un autre principe qui est celui de dire « réservons le recours au judiciaire pour les situations de sécurité publique ». Alors déjà là, vous avez des orientations qui sont claires. Moi, ma conviction profonde est que la légalisation n'est pas la solution. Si je devais proposer aujourd'hui une réponse sur la politique de drogue en matière de mise à disposition de drogue, je suis pour la régulation. Je suis pour la régulation. Pour moi, il faut des mécanismes qui permettent de manière contrôlée, de permettre à ceux qui veulent accéder à la drogue d'y avoir accès dans un cadre défini, encadré. D'accord ? Je suis tout à fait d'accord que la place de l'usager de drogue, ce n'est pas la prison. Quel que soit le profil de l'usager. Mais il faut avoir des mécanismes qui permettent justement de définir ces profils et d'avoir des réponses qui correspondent à ces profils-là pour éviter cette approche manichéenne délinquant ou malade. Nous sommes bien avancés en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais la question de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination est bien plus complexe. Et nous devons comprendre qu'il faut changer le langage. Au-delà des politiques, il y a aussi la perception sociale qui est à prendre en compte pour pouvoir avoir un environnement juridique sain. Je vous remercie.